Bienvenue dans ce journal des correspondants. Le Cameroun, le Tchad et la Guinée nous accueillent pour cette édition. C'est par le Tchad que je vous propose de démarrer ce journal. Et nous allons parler de la deuxième édition du championnat national militaire et paramilitaire de pétanque, une compétition organisée par la direction tchadienne des sports militaires. Théophile Kadnouba, notre correspondant pour le reportage. 133 boulistes répartis en 11 équipes de différentes unités interarmées et paramilitaires se sont affrontés pendant 5 jours dans les tirs de précision, puis en doublette et triplette pour permettre à la direction des sports militaires de sélectionner les meilleurs afin de constituer l'équipe nationale militaire de pétanque. Au-delà de son sens compétitif, le sport contribue à garantir la santé physique et permet d'avoir un climat social d'entente mutuelle, gage d'une vie harmonieuse entre les humains. Le directeur des sports militaires et interarmés et président du comité d'organisation, le lieutenant-colonel Ousmane Reke, appelle les joueurs au respect du fair play. La finale de cette deuxième édition du championnat militaire et paramilitaire de pétanque a mis aux prises 2 équipes composées de boulistes physiquement et mentalement bien préparés. D'un côté, l'équipe de la police militaire, championne en titre, décidait de conserver le trophée remporté l'année dernière. Et de l'autre, la sélection des hommes en treillis de la direction de la sécurité des services des institutions de l'État, DGSI, déterminée à déjouer les pronostics. Précis dans les tirs d'anéantissement de points, les finalistes ont su tenir le public en haleine pendant plus de 2 heures. Au finish, ce sont les boulistes de la DGSI qui ont su s'imposer par 13 points à 10. Voilà, le premier. On a travaillé physiquement, moralement, techniquement. On s'est préparé et on a gagné et on a mérité. Pour l'entraîneur de la police nationale, Bégoté Dieudonné, ces poulets n'ont pas démérité. L'année surpassée, c'était nous qui étions vainqueurs. Et cette année-ci, la DIC a pris, la DIC mérite, on n'a pas démérité. La direction nationale des sports militaires s'est réjouie du niveau de la compétition. J'ai détecté à peu près 12-13 de bons joueurs. Je suis sûr qu'on peut avoir une bonne équipe militaire pour affronter les dures missions. Le lieutenant-colonel Ousmane Reke exhorte les autorités militaires à multiplier ce genre de compétitions pour renforcer la cohésion et l'unité entre les différentes unités militaires et paramilitaires. Au Cameroun, comme dans plusieurs pays à travers le monde, le combat contre les violences faites aux femmes et aux enfants reste un défi. Pour donner un coup d'accélérateur à cette lutte dans le pays, le gouvernement, l'UNICEF et ONU Femmes ont organisé un forum pour définir de nouvelles stratégies. Je vous propose de faire le point des décisions issues de ce forum avec nos correspondants Chimène Baleba, Pierre Pafendongo et Cyril Ngidjoy. Des statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population révèlent qu'au moins 55% des femmes déclarent avoir été victimes de violences durant l'adolescence. Aujourd'hui, difficile d'affirmer que la situation reste moins critique. Dans le souci de proposer des pistes de solutions, plusieurs institutions gouvernementales, membres de la société civile et organisations onusiennes se sont réunies autour d'un forum national consacré aux actions de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a près d'une quinzaine d'administrations qui travaillent sur la protection de l'enfance, mais il n'y a pas une réelle coordination des actions, il n'y a pas une réelle coopération entre les intervenants. Ça fait qu'on n'arrive pas à capitaliser le potentiel que nous avons au Cameroun, parce que nous avons le potentiel. On n'a pas assez de données statistiques sur la problématique de protection de l'enfance. Ça fait que lorsqu'il faut faire les évaluations, les rapports périodiques sur la mise en œuvre des instruments juridiques, on a des difficultés à présenter la situation avec les données statistiques.
Les experts et différentes organisations viennent également de divers horizons, dont la République centrafricaine, le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. L'idée est de créer une synergie d'action entre les différentes parties afin de rendre ces stratégies de lutte contre ces types de violences plus efficaces sur le continent. On a constaté que les enfants étaient laissés pour compte. Il n'y a aucune structure mise en place pour recueillir ces enfants. Sauf qu'il y a quelques entités, quelques ONG qui ont essayé de prendre ça en main. C'est difficile parce qu'ils acceptent de prendre en main ces enfants, mais il n'y a pas de financement. Et ils n'ont aucune subvention de l'État, ce qui fait que ces organisations éprouvent de sérieux problèmes pour la prise en charge des enfants. Plusieurs jeunes filles ont également été conviées pour partager leur expérience et s'impliquer davantage dans ce combat. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris des organisations qui étaient là, parce que moi je ne savais pas. Il y a le Inspire et plusieurs autres. Il y en a tellement, et des numéros, certains projets qu'ils mettent en place. Il y a un monsieur qui a parlé d'un numéro pour faciliter la tâche à ceux qui sont victimes de cela. Comme ça, ils pourront appeler directement si ils ont été victimes peut-être d'un viol ou bien d'un harcèlement sexuel. L'idée est surtout de renforcer les mesures de lutte dans les zones sinistrées, à l'exemple des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, où les violences basées sur le genre perdurent à cause des différentes crises. Plusieurs organismes militent pour le renforcement des mesures de réinsertion professionnelle des jeunes filles et des mesures de sensibilisation. Parlons maintenant culture et toujours au Cameroun. Le pays est reconnu pour sa musique, notamment le makossa. Mais un nouveau style musical est en pleine ascension. Il s'agit du Eyebassi, un rythme traditionnel que décide de promouvoir Saleh John, une icône de la musique camerounaise qui revient sur la scène après un long moment d'absence. Mathieu Wemba, Pierre Parfait Ndongo et Cyril Nguidjoy sont allés à sa rencontre. Épluché, trié puis jeté, comme ce restaurant, 1600 établissements de la capitale répètent la même mécanique. L'objectif est d'acheminer les déchets vers une entreprise de Seine-Saint-Denis qui va se charger de les recycler. Chaque semaine, cette collecte coûte 17 € au gérant du restaurant. Quand le bac est plein, on sort le bac de déchets alimentaires. Donc ça, c'est le bac marron qui est mis à disposition par la société Moulineau, qui est exclusivement dédié aux déchets alimentaires. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Voilà, on ouvre le bac. On met les déchets alimentaires comme ça dedans. Voilà. Une fois que le bac est plein, la société Moulineau vient collecter les bacs avec des camions, ramène ça à l'usine Astin et transforme ça en biogaz et en compost. Transformer des tonnes de déchets alimentaires en gaz et en compost, c'est l'un des défis de Moulineau, cette entreprise implantée en région parisienne. À sa tête, Stéphane Martinez. Je me suis rendu compte que je jetais mes restes alimentaires dans la poubelle classique, qui était incinérée et enfouie, et que ma grand-mère avait les seaux à cochon dans son resto, et que le marc de café partait chez ses amis jardiniers, et que le pain qu'elle produisait plus, il terminait ou en pain perdu, ou sinon il partait chez des éleveurs de chevaux ou des volaillers. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de mieux que de les incinérer sans les trier. Chaque jour, une trentaine de camions transportent des épluchures et des restes de repas provenant d'établissements de restauration à Paris vers le site de Moulineau à Astin, en Seine-Saint-Denis. Une fois sur place, les déchets sont triés et filtrés pour obtenir une soupe organique. On hygiénise en fait de tuer tous les microbes de la soupe non hygiénisée. C'est à partir de soupes hygiénisées qu'on remplit les citernes avec ces soupes-là pour les méthaniser. Durant le premier confinement de mars 2020, le volume de déchets traités a été réduit de 92%. Le chômage partiel et un prêt garanti par l'État d'1 million d'euros ont permis à l'entreprise de tenir et de retrouver son niveau d'avant-crise cette année. En Guinée, la forêt est en danger. Le pays a perdu la moitié de sa flore en l'espace d'un demi-siècle. Et dans le but de lutter contre cette déforestation, un écologiste guinéen vient d'inventer du charbon à base de papier, une alternative énergétique durable au charbon de bois. Sanyo Kourouma.
Depuis maintenant quelques jours, cette mère de famille a trouvé un moyen novateur pour sa cuisine. Du charbon fait à base de papier. C'est avec ces briquettes bio que Fatoumata Traoré prépare désormais. Depuis qu'elle a essayé une seule fois, Fatoumata ne peut plus s'en passer. Du charbon à base de papier, un moyen simple, économique et écologique pour cette mère de famille. Ce charbon fait à base de papier est le meilleur. C'est avec ça que je prépare. Ce qui me plaît chez lui, c'est que ça ne te salit pas. Pas trop de chaleur. Tu prépares propre et tu finis, tu es propre. Et même s'il pleut, ça marche. C'est rapide, c'est économique. Voilà pourquoi je l'utilise au quotidien. C'est lui, Ibrahima Mangué Kamara, qui a amélioré aujourd'hui le quotidien de ses nombreux Guinéens. Ramasse ce papier-là. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce de Guinée, Mangué vulgarise ses carburants bio comme une alternative à l'utilisation du bois de chauffe et de braise. Son quotidien prend d'assaut chaque matin des poubelles de son quartier à la recherche d'un trésor du papier. Aujourd'hui, le monde entier parle d'échauffement climatique, parle de beaucoup, il y a des épidémies qui sortent et tout ça. Nous devrions vraiment chercher des moyens pour transformer ces déchets-là en quelque chose d'utilisable. Et nous avons choisi le charbon de bois, le charbon biodégradable fait à base de papier pour enfin participer à réduire les ordures dans les différents bacs à ordures et aussi participer à la protection de l'environnement. Ces précieux déchets collectés dans la ville de Conakry sont ensuite écrasés par l'écologiste guinéen et les membres de son association Youth to Youth Movement, une ONG qui milite pour la protection de l'environnement. Puis, ces papiers sont humidifiés. Donc tu presses très bien là-dedans. Pas de machine. Ce sont les doigts qui s'occupent de les broyer avant de confectionner plus tard les précieuses briquettes bio. Les 80% des femmes guinéennes utilisent le charbon de bois. Et donc si réellement d'autres jeunes aussi faisaient comme moi, vraiment la jeunesse guinéenne aussi allait participer à cette lutte contre les coupures abusives des bois dans les forêts. Avec cet entrepreneuriat, l'abandon du charbon de bois au profit des briquettes permettrait à la Guinée de réaliser des économies. Le pays, qui a perdu la moitié de sa forêt, entre 1960 à nos jours, la Guinée est passée de 14 millions d'hectares de forêt à 700 000 hectares. Le récipiendaire de prestigieux prix guinéen Katala 224 de l'innovation veut étendre son projet à Conakry et dans l'arrière-pays. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Télé Sud.